Globalement, quand on a été regarder les résultats, le fait d'être hospitalisé ne contribue pas à l'autostigmatisation. Le fait d'être hospitalisé sous contrainte ne contribue pas à l'autostigmatisation. C'est le fait de se sentir contraint lors de l'hospitalisation, particulièrement l'hospitalisation sous contrainte, qui va contribuer à l'autostigmatisation. Si on m'hospitalise de force, si on me met en isolement, ça doit bien vouloir dire que je suis dangereux et que je ne suis pas capable de m'occuper de moi-même, avec comme conséquence la honte, le mépris de soi et un renforcement de l'autostigmatisation. Donc c'est un ensemble de choses qui finalement sont très basiques, avec les 10 principaux conseils pour une pratique axée sur le rétablissement, que j'encourage tous les professionnels de santé mentale et du médico-social à avoir dans leur poche quand ils discutent avec un usager. Après chaque interaction, le professionnel devrait se demander: est-ce que j'ai écouté activement la personne pour l'aider à comprendre ses problèmes de santé mentale? Est-ce que je l'ai aidé à préciser ses objectifs personnels, établir ses priorités pour se rétablir, qui sont différents des objectifs des professionnels? Est-ce que je lui ai montré que je croyais dans ses forces? Est-ce que j'ai donné des exemples de mon vécu ou du vécu d'autres usagers qui les inspirent? Et je portais une attention particulière aux objectifs qui sortent la personne de son rôle de malade et lui permettent de contribuer activement à la vie des autres. Et je recensais des ressources en dehors du système de santé mentale, encourager l'autogestion des problèmes de santé mentale, discuter des interventions que veut la personne ou ne veut pas la personne. Est-ce que j'ai gardé espoir dans la possibilité de la personne de se rétablir? Les formations en pratique orientée rétablissement existent. Il y a notamment le programme Refocus qui a fait l'objet du coup d'un financement par le ministère de la Santé et qui se mettra en place dans les prochaines années. En fait, la première chose, donc l'association, à l'époque, je suis vraiment arrivée... Ça faisait 6 mois que le projet était en train de sortir du sol, on était en train de lever des fonds. Et donc l'association a organisé, et elle organise toujours maintenant, un déjeuner de levée de fonds. Et on m'a demandé de témoigner. Et en fait, moi tout de suite j'ai dit oui, parce que j'ai toujours voulu parler de ça. Je crois que ce qui me tenait le plus à cœur, même si je ne l'ai pas fait cette fois-là, c'était de dénoncer les violences qui sont commises dans les services fermés de la psychiatrie. Je me demande même si je ne suis pas arrivée jusque-là, rien que pour pouvoir faire ça, tellement j'ai été terrifiée. Mais donc là j'ai témoigné, j'avais préparé mon témoignage, et j'étais prête. Il y avait comme ça une cinquantaine, une soixantaine de personnes qui étaient là pour éventuellement contribuer à l'association. Et quand je me suis mise à parler, mon corps s'est mis à trembler, de la tête aux pieds. Le micro, j'arrivais pas à le tenir, et c'était vraiment quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas en fait. Et pour moi c'était horrible parce que ça a trahi toute ma peur que moi-même j'ignorais. Je ne pensais pas que ça m'avait à ce point fragilisée. Dans ma tête, j'étais prête. J'avais le trac, j'étais inquiète, et ce tremblement, j'ai mis des années à m'en débarrasser. Dans mon métier, c'était problématique. Quand j'étais en formation avec des groupes de 15 personnes, c'était OK, mais dès qu'il y avait comme ça... Même aujourd'hui, je me suis dit, si je dois tenir un micro, alors que c'est OK, parce que c'est mon métier de parler et tout, mais ce tremblement, il m'a suivi. L'année d'après, j'ai encore témoigné au déjeuner de soutien, et encore ce tremblement, et moi, j'étais vraiment... Pour moi, c'était comme si on m'arrachait mes vêtements... devant tout le monde, quoi. Ce qu'on remarque au cours du temps, c'est que bien que l'image de la psychiatrie se soit largement améliorée depuis les années 90, en Allemagne, dans les années 90, les personnes identifiaient vraiment des asiles psychiatriques et considéraient que les personnes étaient maltraitées dans ces éléments-là. Là, c'est beaucoup plus une image de lieu de soins. Par contre, ces lieux de soins, on n'en veut pas en ville. On ne veut pas créer des nouveaux lieux de soins. Et la population va avoir de plus en plus de soutien aux mesures de contrainte qui vont par rapport aux personnes qui sont perçues comme étant potentiellement dangereuses. Si vous voyez donc pour la schizophrénie en bas à gauche, la question de la violence par rapport à soi-même et par rapport aux autres, vous avez en rouge c'est 96, en turquoise c'est 2018, vous voyez qu'en 2018 il y a plus de gens qui considèrent que les personnes avec schizophrénie ont un potentiel de violence envers les autres. Et du coup plus qui vont soutenir le fait que ces personnes soient contraintes aux soins ou contraintes à l'hospitalisation. Donc c'est un certain nombre de paradoxes. Une image de la schizophrénie qui change pas trop au cours du temps, une image de la psychiatrie qui s'améliore. Voici l'extrait d'un article de Blaise Rochat qui est un infirmier psychiatrique qui a, selon lui, selon ses propres mots, basculé dans la psychose à l'âge de 46 ans et a donc été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises. Là, je lis le chapitre « La médication, l'impossible négociation ». Dès le début de mon hospitalisation, j'ai bénéficié d'un important traitement neuroleptique. J'avais tellement souffert que je ne remettais pas en question ce choix thérapeutique. Après tout, il m'apporterait peut-être un répit. Au bout de quelques jours, j'ai commencé à percevoir des effets secondaires. Je souffrais d'impatience dans les bras, très difficile à supporter. Pour diminuer leur impact, j'ai demandé à plusieurs reprises une diminution de ma médication ou un changement de molécule, mais l'équipe infirmière et les médecins ne m'ont pas entendu. De guerre lasse,
j'ai fini par arrêter toute prise de médicaments, et cela jusqu'à la fin de mon hospitalisation. Je faisais semblant d'ingérer les comprimés que je recrachais juste après dans le lavabo de ma chambre. En consultant mon dossier médical, j'ai pu lire: en raison de la fluctuation de la symptomatologie décrite par le patient sous forme d'impatience non objectivable des membres supérieurs sous risperidone, nous n'avons pas jugé nécessaire de faire un changement médicamenteux ou une adaptation du dosage. Cette note du médecin confirme bien le problème de statut donné à la parole du patient. Ce qu'il dit n'est pas considéré comme vrai, et cela tant que ses propos ne sont pas confirmés par un comportement observable. Cela pose la question du lien, mais ici tout particulièrement de l'alliance thérapeutique. Merci beaucoup au docteur Smadja qui nous a entraînés dans les coulisses de l'histoire d'Alexis. Et avec être victime de schizophrénie, c'est être prisonnier d'une autre réalité. Je crois quelque chose de particulièrement évocateur. Cet extrait vient illustrer le paternalisme de l'institution psychiatrique, ou en tout cas particulièrement du docteur Smadja qui travaille là pour la fondation de Necker. Donc en fait on était passé d'une vision du patient schizophrène qui serait dangereux à ce patient victime que finalement le psychiatre viendrait sauver de sa prison mentale. Donc le schizophrène est enfermé, prisonnier de sa réalité, et donc finalement pour l'en libérer, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enfermer dans un hôpital psychiatrique. En fait, c'est que les attributions en termes de causes, c'est devenu plus biomédical. Il y a plus de gens qui disent que ça a des causes génétiques ou comme cause des anomalies de la neurotransmission. Mais par contre, les attitudes envers les personnes avec dépression n'ont pas bougé, mais les attitudes envers les personnes avec schizophrénie sont devenues plus négatives au cours du temps. C'est-à-dire que plus ça passait, plus il y avait de campagnes, plus les gens avaient des meilleures attributions causales, et plus ils stigmatisaient. Donc il y a plein de gens qui se sont intéressés à essayer de comprendre pourquoi. Et la réponse est assez simple. En fait, ces causes biomédicales et génétiques notamment avaient entraîné plus de peur de la contamination de la transmission génétique et moins de volonté que ces enfants jouent avec les enfants d'une personne qui a un trouble psychique, d'avoir un proche qui se marierait avec une personne qui a un trouble psychique, et une peur un peu de l'attraper, en quelque sorte, qui a entraîné des attitudes aussi plus négatives. Quotidien entre réflexivité et décision arbitraire. L'hôpital, compétent pour la prise en charge de la phase aiguë, a tendance à s'attaquer de front à la symptomatologie psychotique. J'ai pu constater que l'institution laisse peu de place à l'expression du vécu, une partie des activités de la vie quotidienne étant gérée à travers des rapports de force. Sur le plan éthique, la notion de bienfaisance, savoir ce qui est bien pour le patient, domine assez largement sur le respect de l'autonomie de la personne, respecter les choix du patient, obtenir son consentement éclairé, entre guillemets, pour agir. Dans les soins psychiatriques, les tensions entre ces deux principes éthiques sont quotidiennes. Pour ne pas conclure, dans le contexte actuel, toujours plus orienté vers des explications biomédicales des troubles psychiques, n'oublions jamais qu'accéder à la parole de la personne qui souffre fait partie intégrante du traitement. Le sens que le patient donne à ses symptômes a une influence déterminante sur sa compliance et l'évolution de la maladie. Les responsabilités éthiques et déontologiques des soignants consistent donc en premier lieu à créer un lien significatif avec l'usager. Dans le domaine des psychos, cela nécessite d'accueillir le délire. Pour l'expérience, et merci beaucoup à Magali qui, dans son témoignage, il y a la question qu'elle n'ose pas trop se montrer en colère. Elle n'ose pas trop la peur que ça se. Et pourquoi? Parce qu'en fait, une personne qui a une pathologie psychiatrique ne pourrait pas être en colère. Au contraire, quand on a une personne, et le parallèle avec le cancer, eh bien, on va dire aux gens, et Luc Vigneault l'exprime particulièrement bien, lui qui a double expérience de la pathologie psychiatrique et du cancer, en cancérologie, on lui disait, exprimez votre colère. Il dit, mais non, si j'exprime ma colère, on va m'hospitaliser sous contrainte.
Donc c'est aussi pour ça que c'est particulièrement important de pouvoir aborder avec les gens dans les programmes de réduction de la stigmatisation le fait qu'ils ont le droit d'être en colère et qu'ils peuvent l'expliquer, y compris à leurs proches, que quand ils sont en colère parce que leur ordinateur ne marche pas, qu'ils sont en colère parce que telle ou telle raison, ils ont le droit aussi. Et qu'ils n'ont pas à se cacher en permanence de ça. Et de pouvoir le faire remarquer à l'interlocuteur si son attitude change. J'évoquais tout à l'heure le fait que les gens changeaient. Ils se mettaient à parler plus fort, à prendre les gens un peu pour des imbéciles quand ils étaient au courant de leur diagnostic psychiatrique. Ça vaut aussi pour la question de la colère. Et c'est usant pour les personnes d'essayer de cacher en permanence, du coup, cette question-là. Donc cette stigmatisation publique, là encore, c'est une étude qui a été faite sur plus de 6000 personnes dans tous les pays du monde, de l'Amérique du Sud à l'Asie du Sud-Est, en passant par les pays européens. Et donc vous voyez, en fait, plus c'est rouge et gros, plus c'est pourcentage de comportements stigmatisants à la fois pour la schizophrénie et pour la dépression. Là, je vous l'ai mis pour la schizophrénie, mais il faut savoir que pour la dépression, les réponses sont malheureusement pas si différentes que ça, avec comme caractéristiques qui sont les mêmes que celles que je vous ai dit, mais aussi le fait que les personnes avec schizophrénie ou avec dépression d'ailleurs ne devraient pas avoir la garde de leurs enfants. Pour plus de 80% des gens, ne devraient pas exercer comme enseignants ou occuper de fonctions managériales pour plus de la moitié des gens. Vous voyez sur quoi ça se met en place. À la fois sur des choses où il y a la question de la divulgation, où il y a la question du fait d'accepter d'être ami, d'accepter de partager même simplement en fait une activité avec les personnes, mais dès lors qu'il y a un poste à responsabilité ou une activité à responsabilité comme le fait de s'occuper d'enfants, là les personnes deviennent tout de suite beaucoup plus stigmatisantes. Dans le travail. Si on pouvait accéder à de postes qui sont à la hauteur des études qu'on a fait, à la hauteur de nos compétences, je pense que ce cliché perdrait plus en plus de vie et de valeur et de visibilité. Si, ouais, il y a eu tout un problème avec le burkini, alors que c'est juste une manière pour nous, les femmes musulmanes françaises, d'accéder à la plage et de se baigner comme tout le monde. Et bien là, il y a 1 milliard de personnes qui sont contre et qui pensent à notre place, qui font des débats où on ne nous invite pas, qui parlent pour nous. Qui nous soumet vraiment ? Parce que moi, du coup, si je ne suis pas invitée à un débat télé, mais qu'on parle pour moi et qu'on pense savoir pour moi, qui est dans la position de la personne qui me soumet à quelque chose? Invitez-moi, je vais parler, je sais parler, et je vais dire ce que je pense en fait au final. Et du patriarcat et en pointant du doigt, mais c'est comme je sais pas, genre c'est de le décomplexer pour justifier le fait que les femmes en France ne puissent pas se voiler. On dit mais regardez, les Libanaises, les Iraniennes, elles ont lutté pour retirer leur voile, etc. Pourquoi vous faites pas la même chose? En fait, c'est les gens se veulent sauveurs de personnes. En fait, si vous voulez nous sauver, donnez-nous des postes avec des pouvoirs. Non, ne nous donnez même pas en fait. Laissez-nous le chemin, back up un peu, taisez-vous et laissez-nous prendre la place qu'on mérite d'avoir. Et donc, je pense que quand on est homosexuel et jeune, surtout qu'ils étaient il y a plus de 10 ans, donc c'était encore pire que maintenant, on a déjà pas mal de problèmes sociaux et extérieurs. Donc, si le cocon familial est solide et rempli d'amour comme il a été pour moi, ça donne une force et une confiance en soi incroyable, et moi c'est ce que j'ai eu. Ça m'a aidé à toujours assumer qui j'étais, ça m'a aidé à jamais douter de qui j'étais, j'ai jamais été malheureux à cause de ça. J'ai été malheureux à cause de certaines réactions d'amis, de gens à l'école ou des choses comme ça, mais j'ai jamais été malheureux parce que je remettais en cause ce que j'étais. Je me suis jamais posé de questions, j'ai jamais douté de moi, et ça c'est globalement grâce à mes parents. Papa, maman, ma soeur, etc. Je vous aime fort. Oui, j'ai eu des problèmes, mais tellement mineurs par rapport à ce que d'autres peuvent vivre, même des gens que je connais, que je me sens pas de vous dire, de vous faire une vidéo en disant grandir en étant gay a été dur. Oui, ça a été dur, parce que forcément c'est dur, malheureusement c'est dur dans cette société, mais j'ai quand même eu une chance incroyable et je le sais. Vous êtes un peu en colère contre cette société savante, hein. Dans votre livre on voit bien, vous êtes un peu en colère finalement, que ce soit pas pris en considération petit 1 et petit 2, que ce soit à ce point jugé, condamné quasiment.
Exactement, j'étais très en colère et encore plus quand ma société, justement ma culture à moi, m'a envoyé chez le psychiatre pour vérifier que tout allait bien quand même. Voilà, donc là j'étais vraiment en colère parce que bon, je savais bien que j'étais pas folle. Dès que le tambour s'arrêtait, je revenais à mon état habituel. Donc j'avais bien compris que c'était le son du tambour qui faisait probablement quelque chose sur mon cerveau, qui me faisait changer mon comportement, dû certainement à une modification du fonctionnement du cerveau. Mais je le savais pas, je suis pas neuroscientifique et je le savais pas. Donc mon premier réflexe en rentrant en France, ça a été d'aller voir mon médecin et le livre commence comme ça. Voilà, c'est de cette conversation qui restera indélébile dans ma mémoire avec mon médecin en qui j'ai confiance et qui pour terminer l'entretien, une fois que j'ai bien raconté tout ça, et il me dit bon, je vais quand même vérifier, et il me tend une carte et je regarde, c'est la carte du psychiatre, voilà. Et là j'étais en colère, ouais, j'étais en colère, voilà. Il faut effectivement des établissements spécialisés. Je pense que l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là, qui sont les pauvres complètement dépassés par les autres enfants. Donc je pense qu'il faut effectivement des enseignants spécialisés qui s'en occupent.